Je me permets de m'exprimer directement à vous, afin de vous remercier pour vos demandes concernant cette force renégate méconnue. C'est chose faite. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. La croisade Achillouz est une guerre visant à ramener l'étendue de Jéricho, située dans la bordure orientale de la galaxie, sous la houlette de l'empereur Dieu de l'humanité. Démarrée en 787 M41, elle dure depuis près de 4 décennies. Et pendant cette période, elle a coûté des milliards de vies et vu la destruction de douzaines de mondes. Cette croisade est née de l'existence d'un portail warp stable reliant l'étendue de Jéricho aux marges du Halo, près du lointain secteur Calexis. Dans l'histoire de la croisade Achillouz, aucune zone de guerre n'a consommé plus de ressources ni fait plus de morts que la percée Acheros. Sur ce champ de bataille, les forces de l'Imperium luttent pour la victoire contre des mutants, des psycheurs et les forces du chaos, ainsi que l'anomalie d'Adex elle-même, une faille warp où l'espace et le temps conspirent contre les forces de l'humanité. Pour un soldat de la garde impériale, servir dans la percée d'Acheros, c'est être déployé en enfer. De toutes les forces qui s'opposent à l'Imperium, aucune n'est plus belliqueuse ni plus nombreuse que les armées dégénérées du Stigmartus. Composées de renégats, de cultistes, de psycheurs et de mutants, ainsi que de fous, les Stigmartus représentent la plus grande menace militaire pour le succès de la percée. Malgré leur composition disparate, les forces du Stigmartus affichent un niveau d'organisation militaire et un sens tactique rarement vu parmi les serviteurs du chaos. Une histoire écrite dans le sang. L'origine et l'histoire du Stigmartus sont tous deux entourés de mystères, malgré les meilleurs efforts des agences de renseignement de l'Inquisition et de la garde impériale. Le peu que l'on sait vient de l'interrogatoire des officiers capturés, et tout ce qui est sûr, c'est que l'origine du Stigmartus commence sur le monde misérable et mort de Kazan, une planète ravagée par une guerre perpétuelle bien avant l'arrivée de la croisade Achillouz. Les rares documents historiques qui ont survécu à l'âge de l'ombre indiquent que la noblesse héréditaire de Kazan a commencé une glissade irréversible vers la décadence peu après la disparition du seigneur désigné du secteur, Massimat Helikos, dans une tempête dévastatrice en 416 M36. Et sans autorité centrale impériale pour faire respecter l'ordre, les maisons nobles de Kazan étaient libres de céder à leur ambition. Les assassinats politiques ont conduit à des vendettas, et les vendettas ont conduit à la guerre civile. En moins d'un siècle, Kazan est devenue une zone de guerre à l'échelle de la planète. Et même l'ecclésiarchie de Kazan, le dernier pilier de l'autorité impériale, s'est brisé sous le poids de l'orgueil des nobles, se divisant en d'innombrables factions, chacune fidèle à une lignée différente. Le credo a été perverti pour servir les besoins de la noblesse, chaque chef de guerre se prétendant héritier de l'autorité divine de l'empereur Dieu. Et en quelques générations, les seigneurs de guerre furent considérés comme des êtres divins, supplantant le maître de l'humanité comme centre du culte. Avec l'avènement de la croisade Achillouz, l'empereur Dieu était pratiquement oublié sur Kazan, des millénaires de guerre n'ayant laissé qu'une enveloppe fétrie de ce monde. Ses mines abandonnées, ses champs stériles, son peuple faible et brisé. Les vainqueurs furent les quelques seigneurs de guerre qui réussirent à dissimuler une partie des ressources en diminution de Kazan, les autres mourant de faim dans leur forteresse, confrontés à la réalité que cette planète ne pouvait plus supporter leurs ambitions. Les seigneurs de guerre restants se sont regroupés dans le cadre d'une trêve difficile et ont tourné leur regard vers l'extérieur. Une flotte de vaisseaux vides, dont la coque avait été pillée depuis longtemps pour fournir des matériaux et la technologie pour la guerre civile, furent réparés à la hâte. En profitant de la position de Kazan, les seigneurs de guerre se transformèrent en corsaires, attaquant les systèmes voisins et apportant de nouvelles ressources à leur monde. Avec l'avènement de la croisade Achillouz, Kazan était un monde avec lequel il fallait compter. Rendu riche par des siècles de pillage, sa population revigorée par les esclaves capturés de l'autre côté du Bief, et ses chantiers navaux construisant de puissants navires de guerre, Kazan était redevenu un prix que le seigneur mitan Achillouz ne pouvait ignorer, et revendiqua ce monde en 782 M41, après une dure campagne. Cependant, alors qu'Achillouz tentait de consolider le pouvoir impérial dans la région, les seigneurs de guerre se déplacèrent en fuite dans l'anomalie d'Adex, afin de panser leurs blessures.
En 5 années standards, des éléments de la flotte de guerre du seigneur Kazantine revinrent déployant des premiers régiments du Stigmartus sur le front de la croisade, profitant de la mort prématurée du seigneur militant Achillus. Cette armée hautement organisée brisèrent l'emprise de l'Imperium sur plusieurs mondes de la région, créant ainsi la zone de guerre Cébelos. Structure et organisation. Ils se battent et meurent dans un seul but, se battre et mourir. Si nos forces possédaient un tel dévouement, cette croisade connaîtrait la victoire d'ici 1 an. Colonel Drach, du 202e régiment d'infanterie légère landrienne. Les légions du Stigmartus sont composées de mutants, d'humains, de psycheurs, marchant ensemble. Leur chair meurtrie par d'anciennes blessures et les marques rituelles de leur nouveau maître. Malgré leur composition apparemment aléatoire, les unités du Stigmartus affichent un niveau surprenant de coordination sur le champ de bataille, rarement observé parmi les âmes perdues, qui combattent sous la bannière de l'hérésie. Leur rang ordonné, leur formation serrée et leur capacité à mettre en œuvre des stratégies complexes sur le champ de bataille sont un choc pour la plupart des militaires impériaux, et en particulier ceux recrutés dans le secteur Calexis, habitués aux assauts désorganisés et déchaînés. La clé de la discipline militaire du Stigmartus réside dans sa structure de type culte. En effet, plus on regarde en haut dans la chaîne de commandement, moins le Stigmartus ressemble à une version corrompue de la garde impériale, et plus il ressemble à un sombre reflet de l'ecclésiarchie. Les soldats de base sont endoctrinés à considérer leurs commandants comme des prêtres guerriers, qui à leur tour adorent leurs supérieurs comme des saints. À mesure que les soldats de Stigmartus montent en grade et acquièrent de l'expérience, ils sont endoctrinés dans les mystères les plus profonds du culte guerrier, leur chair marquée de cicatrices déchiquetées, de rang et de dévotion, et leur âme perdue au profit d'un credo tordu qui offre la divinité à travers la guerre. Chaque ennemi tué au combat est considéré comme un sacrifice, une offrande de sang envoyée par la chaîne de commandement à Elak Sarda, le général du culte des Stigmartus, vénéré comme le maître et Dieu. Ce général ayant accompli un exploit qui impressionne et indigne les dirigeants de la croisade. Sans le soutien de l'Imperium, il a établi une armée qui s'étend sur des dizaines de secteurs, et grâce à sa force de volonté, il a réussi à maintenir cette armée bien approvisionnée et suffisamment mobile pour engager la croisade sur plusieurs fronts. De plus, sa secte est bien équipée, malgré la base technologique limitée des systèmes du secteur. De toute évidence, les puissances obscures du Warp ont aidé sa cause et contribué à la loyauté fanatique de ses forces. Pourtant, ces entités sont rarement connues pour leur capacité à gérer efficacement les approvisionnements et les réquisitions nécessaires au maintien d'une armée et d'une campagne d'une telle envergure. Et tout au long de l'histoire de l'Imperium, il existe peu d'exemples d'armées de traîtres qui se sont répandues aussi loin et qui ont été aussi bien équipées que celles du Stigmartus. La coordination inhabituelle et l'expansion agressive représentant un défi imprévu pour les forces de la Persea Kéros. La majorité des forces du Stigmartus sont des déviants maniaques qui ont remporté leur victoire davantage grâce à leur nombre que grâce à une quelconque tactique. Ces soldats portent de nombreuses cicatrices rituelles et affichent fièrement l'iconographie des dieux sombres. Au combat, ils attaquent avec un zèle qui semble presque aussi poussé vers le martyre que vers la victoire. Ces unités privilégiant une stratégie d'assaut par vague. Et lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'autres forces, ils feront rarement un usage efficace du terrain. Leur dévotion fanatique envers les dieux païens est apparemment leur seule armure, et bien que ces unités soient de loin supérieures en nombre aux forces disponibles de la croisade, elles ne sont pas illimitées et leur stratégie épuise rapidement leur vaste réserve de soldats. Ainsi, si ces fanatiques étaient la seule force de l'ennemi, la croisade aurait pu être remportée. Mais en plus des bandes de guerre et des alliés démoniaques, le Stigmartus possède également des unités d'élite. Certains d'entre eux sont des soldats équipés d'équipements perfectionnés, notamment des armures capables, des armes inhabituelles et des dispositifs totalement étrangers à ceux utilisés par la garde impériale. D'autres sont des forces bien disciplinées qui se sont consacrées au service d'entités du Warp spécifiques. Bien qu'ils ne soient pas aussi efficaces que l'espèce marine du chaos, ces unités portent de sombres bénédictions qui peuvent être utilisées stratégiquement au service de leurs dieux sombres. Ces spécialistes comprennent des unités expertes en infiltration, en subversion et même en magie noire. Dans 2 cas confirmés,
les infiltrés du Stigmartus ont même réussi à assassiner des commandants planétaires. La plus grande concentration des forces du Stigmartus se trouve dans les mondes de la zone de guerre Cébelos. Là-bas, les forces du chaos sont considérablement plus nombreuses que les éléments de la croisade Achillus. Et ce n'est que grâce à leur foi en l'empereur Dieu que la croisade a pu persévérer. Les Stigmartus ne sont pas originaires des planètes de la zone de guerre Cébelos. Et on pense que Sarda proviendrait de Maheli, une planète située dans l'anomalie d'Adex, où cette planète densément peuplée fournirait les recrues potentielles pour les forces du Stigmartus. Dans ces environnements, les humains et les mutants sont condamnés dès la naissance, et cette racaille désespérée est sélectionnée de manière à créer des guerriers fanatiques, capables de nourrir les armées de Sarda. On pense également que certains de ces systèmes voisins seraient sujets à la dilatation temporelle observée dans cette région, offrant aux forces du Stigmartus des années pour créer et entraîner des forces supplémentaires, alors que quelques jours ou semaines s'écoulent dans le monde en dehors de la zone d'influence de l'anomalie. Cela permettrait aux Stigmartus de remplacer efficacement même les pertes les plus dramatiques dans un laps de temps extrêmement court. Recrutement. Acceptez la marque et adorez-la sur l'autel de la guerre. Comprenez la marque et maîtrisez les voies de la guerre. Devenez la marque et soyez le cœur de la guerre. Extrait du rituel d'initiation des officiers du Stigmartus. Le manque de renseignements concrets concernant le recrutement et l'entraînement des soldats du Stigmartus a conduit à des spéculations et des rumeurs généralisées au sein de la garde impériale. Dans toute la zone de guerre Cébelos, les casernes et les tranchées regorgent d'histoires d'horreur et de rituels de psycho-endoctrinement, de possessions démoniaques de masse et de centres d'intronisation, semblables à des usines qui attendent les soldats impériaux assez malchanceux pour être capturés par l'ennemi. Le fait que les Stigmartus ne soient pas connus pour faire des prisonniers, et ce que répètent souvent les officiers, n'a pas fait grand-chose pour étouffer les rumeurs ou remonter le moral. La vérité est simple. Le Stigmartus remplit ses rangs de la même manière que la garde impériale, avec un mélange de volontaires, de conscrits et d'officiers glanés dans des mondes situés au-delà de la zone de guerre Cébelos. En effet, les dirigeants des systèmes le long du phare d'Arakiel offrent volontiers des prélèvements de leurs propres sujets aux Stigmartus, dans une parodie de la dîme impériale. En échange de ces prélèvements, les Stigmartus offrent à ces petits barons et rois prêtres corrompus une protection contre les invasions de l'Imperium. Lors de son initiation au culte guerrier, chaque Stigmartus est marqué d'une cicatrice rituelle, la blessure symbolique dont le culte tire son nom. À mesure qu'un Stigmartus progresse en rang et en initiation, de nombreuses cicatrices rejoignent les premières. Ainsi, les vétérans du culte sont défigurés par des cicatrices qui affichent leur rang, leur honneur, leur victoire notable et leur survie sur plusieurs champs de bataille. Et on dit que les guerriers de Stigmartus, les plus expérimentés, les tristement célèbres défigurés, ont une pompe composée uniquement de tissus cicatriciels. Général du culte, Elak Sarda. Comment pouvons-nous gagner cette bataille? Notre ennemi est la guerre incarnée. Dernier mot du caporal suppléant, Dusan Elvar, de la 3e garde Terax. La propagande impériale présente Elak Sarda comme un hérétique, un fou, et un pion des puissances de la ruine, et la doctrine du Stigmartus décrit le célèbre général du culte comme rien de moins qu'un dieu vivant. Malheureusement pour l'avenir de l'étendue de Jéricho, les deux points de vue s'avèrent exacts. Bien qu'il soit un leader charismatique et un stratège exceptionnel, le général du culte n'hésite pas à sacrifier des milliers de guerriers capables dans des engagements suicidaires pour son amusement. Objet de culte pour des milliards de personnes et dieu autoproclamé, Sarda refuse néanmoins l'adoration de ceux qui ne font pas partie du culte guerrier du Stigmartus, commettant des pogroms brutaux contre des tribus de disciples potentiels qui surgissent régulièrement à travers l'anomalie d'Adex. Bien que champion et suzerain des anciens seigneurs de guerre Kazan, dont les descendants constituent la majorité des officiers évêques du Stigmartus, Sarda ne revendique aucun lien filial avec une lignée connue de l'étendue, et ne revendique aucune planète comme monde natal. En effet, ses origines sont inconnues, comme si le général du culte n'existait pas, jusqu'aux premiers assauts contre le monde de Vanité, en 788 M41. Cependant, l'apparence d'Elak Sarda
est bien connu parmi les forces de la croisade, grâce aux innombrables statues et sanctuaires que le général du culte a laissés dans son sillage. Homme de grande taille, avec des beaux traits étonnamment anguleux, Sarda ressemble à chaque centimètre carré au chef militaire idéal. On pourrait même confondre le général du culte avec un commandant stoïque de la garde impériale, sans le réseau de cicatrices recouvrant chaque millimètre de sa peau exposée. Le dogme du Stigmartus prétend que le nom et le rang de chaque membre du culte sont inscrits sur la chair du général, tout comme les cicatrices de rang et de fidélité marquent la chair de chaque Stigmartus. Ainsi, alors que ces guerriers tombent au combat, on dit que le nom gravé sur la peau du général saigne. Et tout comme les Stigmartus connaissent une guerre sans fin, Elak Sarda parcourt inlassablement la zone de guerre Sébelos, en y laissant une traînée de sang ininterrompue en signe de son passage.